1940, entrer en résistance, comprendre, refuser, résister, tel est le thème du concours national de la résistance et de la déportation pour 2019-2020. 1940, c'est d'abord une défaite militaire qui est un véritable effondrement sous ses aspects militaires, politiques et moraux. C'est aussi la faillite des élites, dans une certaine mesure, avec un armistice suivi d'une occupation immédiate, la mise en place d'un régime autoritaire et la collaboration. Et pourtant, dès l'été 1940, se manifestent des refus et des résistances. Alors d'abord, comprendre, refuser, résister, ce sont trois attitudes. Trois attitudes possibles devant la défaite, l'occupation, une forme de lâcheté quotidienne. Ce sont trois attitudes distinctes et ce sont trois attitudes qui peuvent ou non converger. Le général de Gaulle, en mai-juin 1940, ce sont trois attitudes convergentes. Il comprend ce qui se joue, il refuse l'armistice et il décide de continuer la lutte. Ailleurs, et pour d'autres, il y a une gradation possible. Prenez le préfet Jean Moulin, préfet de Chartres. Le préfet Jean Moulin comprend lui aussi ce qui se passe. Lui aussi, dès juin, il refuse, juin 40. Et pourtant, ce n'est qu'au début 1941 qu'il rentre véritablement en résistance. Deuxième remarque liminaire, l'immédiate après-guerre a diffusé, l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, a diffusé une vision au fond très gaullienne de 1940, où 1944 aurait en quelque sorte lavé les échecs et la défaite. Dans les années 70, cependant, autour du film Le chagrin et la pitié, ce qui ressort, y compris de certaines études historiques, c'est la faillite d'un pays tout entier. Souvenons-nous de Bernanos, il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où les consciences se relâchent, la honte semble l'emporter, le venin semble se distiller. Au fond, en creux de ce sujet, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne refusent pas, et il y a des gens qui ne résistent pas, il y a donc des gens qui collaborent. Aujourd'hui, troisième remarque liminaire, on peut sortir et on doit sortir de la caricature. Ce n'est ni une France qui aurait résisté tout entière dès le 18 juin, ni un pays qui, au fond, aurait accepté son sort. Comprendre, c'est comprendre la complexité que les 45 000 enseignants d'histoire-géographie, de l'enseignement secondaire, public et privé, enseignent à leurs élèves. Et pour une bonne part, ceux qui s'engagent dans ce concours acceptent aussi le jeu de la compréhension de la complexité, ce qui signifie s'interroger sur l'entrée en résistance. On peut le faire en trois temps, en étudiant les silences et les refus, en étudiant l'appel et le salut, en étudiant la résistance après la défaite, avec ces trois questions, comprendre, refuser, résister. C'est d'abord les silences et les refus. Une remarque. En 1940, en mai-juin 1940, pendant 6 semaines de combat, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale se sont battus, se sont bien battus. Les soldats ont fait leur devoir. Dans le Nord, dans l'Est, sur la Loire, sur les Alpes. Je rappelle qu'en 6 semaines de combat, il y a eu non pas 100 000 morts, comme l'on disait encore il y a quelques années, mais entre 60 et 70 000 morts, ce qui est tout de même important, c'est beaucoup en 6 semaines. Alors, les silences. Ce sont ces zones grises, ce pensée double que Pierre Laborie avait très justement mis en valeur. Soutenir Pétain à l'été 40, ce n'est pas forcément collaborer. On peut aussi refuser la défaite, tel que l'historien britannique Julian Jackson l'a montré. Et on peut aussi commencer à organiser une forme de résistance en zone occupée. Ce sont les travaux de Julien Blanc. Il n'empêche, il y a une ligne de partage entre les fonctionnaires, les militaires et les politiques. Cette ligne de partage, pour ne prendre qu'un exemple, c'est celle qui dicte la conduite du Parti communiste, liée par le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et qui est aux ordres de Moscou, tout au moins ses cadres, pas forcément tous ses militants. D'autre part, la relation entre la France de 1940 et la France libre, la France en exil à Londres, est très difficile. Alors, elle n'est pas seulement difficile sur un plan intellectuel, elle est aussi difficile matériellement. Les relations, en quelque sorte, sont coupées. Alors, il y a des résistances, il y a des refus, il y a des comportements. Qu'en sait-on exactement en dehors de France? C'est une question. Il y a une autre question qui est celle de la mémoire des occupations. Celle de l'été 1940 n'est pas la première. En 1870-1871, la France du Nord et de l'Est a été occupée. Entre 1914 et 1918, ce sont plusieurs départements qui ont été également occupés. Qu'est-ce qui reste
de cette mémoire par rapport à l'occupation qui se dessine. Et puis il y a la question de ce qui se passe à l'extérieur de la France. Au fond, la Pologne, partagée entre la Russie soviétique et l'Allemagne nazie à partir du 17 septembre 1939, la Pologne qui a une longue tradition de lutte militaire, mais bientôt la Grèce, et puis au printemps 1941, les Balkans. En France, l'opinion publique est stupéfaite, contrainte, on pourrait presque dire tétanisée, alignée pour une partie. Alors la fameuse thématique « faire quelque chose », ça reste évidemment limité. Est-ce qu'on peut parler de résistance stricto sensu, au sens où la résistance, c'est s'engager, c'est savoir qu'on prend des risques, c'est la finalité aussi du combat. Est-ce qu'il y a des résistants à l'été 1940 ? Il y a en tout cas des gens qui refusent et qui sont pour bonne partie des actes isolés, il faut le reconnaître. C'est, si je puis dire, le refus des inconnus. Ce sont des sabotages. Les rapports des commandants locaux allemands le signalent dès l'été 1940. Mais ces sabotages, en juin, en juillet, en août 1940, est-ce qu'ils ne sont pas en fait le prolongement de la campagne de France, le prolongement de la bataille ? Il y a tout de même des refus marquants. Songeons à ces savants français de l'équipe Joliot qui mettent à l'abri un certain nombre de secrets qui conduiront à fabriquer, à concevoir et à fabriquer l'armement atomique. Songeons à ces époux Aquin, ces archéologues qui quittent leur chantier de fouilles pour rallier la France libre. Songeons à Jean Moulin qui refuse à Chartres et qui lui aussi s'engage.